Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez Décryptage doublé de quelques coups de griffe. Nous sommes dimanche 20 novembre 2016 et je suis toujours en compagnie de Bédel Baouna. Bédel Baouna, bonjour. Bonjour, c'est Makosso. Bédel Baouna, c'est un jour historique pour la droite française. On va quand même aborder dans ce décryptage l'actualité française. Un jour historique parce que la droite va connaître ses premières élections issues des primaires. Alors, les primaires, on le sait que c'est un moyen de départager les candidats dans un même camp, mais on sait quand même que Bédel Baouna, la droite française, est dans une logique en fait de chef. Il y a toujours eu un chef. Or là, on a eu affaire à 7 candidats, dont une femme, pour représenter les valeurs de la droite pour l'élection de 2017, Bédel Baouna. Il faut dire bravo à la droite d'avoir déposé aussi l'air du temps. Voilà, d'être dans l'air du temps justement, puisque le dernier candidat de la gauche avait été désigné justement par l'organisation des primaires, un processus très moderne, et il fallait que la droite aussi s'y mette, et c'est tant mieux. Bon, maintenant pour le choix du candidat, on est sûr de rien. Alors Bédel Baouna, les élections ont lieu là en ce moment déjà, de votre côté, comment est-ce que vous analysez l'organisation de ces élections? Il y a eu des doutes, il y a des gens qui se posent des questions, peut-être que des scénarios à l'africaine, Bédel Baouna. Oui, il y a d'ores et déjà, si vous avez même lu la presse française de vendredi et jeudi, d'ores et déjà, il y a les partisans de François Fillon et d'Alain Juppé qui ne veulent surtout pas revivre le cauchemar de 2012. Quand on sait que pour la présidence de l'UMP, François Fillon et Jean-François Copé s'étaient étripiés, chamaillés, et ça a laissé des traces indélébiles jusqu'à présent. Donc, il est tout à fait légitime de se poser des questions. Est-ce que le résultat sera-t-il celui des urnes ou bien il sera tronqué? D'autant qu'on nous dit qu'aujourd'hui, les résultats ne seront annoncés qu'à partir de 21 h. Mais les résultats seulement de quelques 2000 bureaux. Pour les autres, il faudra attendre. Alors, attendre jusqu'à quand? Donc, déjà, on peut déjà se poser des questions. Alors, mais on n'est pas quand même sur les cocotiers pour avoir un tel climat de suspicion. Non, pas du tout. Mais vous savez, dans toute démocratie, même aux États-Unis aussi, vous vous souvenez de l'élection de George Bush face à Al Gore. Il fallait recompter. Donc, comme disait l'autre, la démocratie n'est qu'un vieux rêve. Mais on peut toujours l'améliorer. Donc, du coup, la fraude n'est pas à exclure. Donc, c'est pas en soi quelque chose d'exotique qu'on apporterait en France, quoi, en fait. Hein. Ah, pas du tout. Mais même chez nous, en Afrique, quand il y a triche, c'est pas à l'Occident de donner des leçons aux Africains, mais seulement c'est que nous, en Afrique, on le fait de manière, comment dirais-je, exagérée, de manière très ouverte. Or que ici aussi, la triche existe. Mais de façon subtile, de façon habile. Alors, Bédel, on comprend très bien si les uns et les autres essaient de pouvoir prendre des précautions pour prévenir la triche, c'est parce qu'il y a des enjeux importants pour ces primaires. Très importants, et pour cause. Le vainqueur de la primaire de la droite sera à 95, voire même à 99,9% le prochain président de la République. Et on n'est pas Madame Soleil pour nous donner des résultats aussi pléthoriques qu'on aurait à Cuba, Bédel Baouna. Mais vous savez que le système démocratique français est fait de telle sorte que le président de la République ne puisse sortir que d'un des deux grands partis, en fait. Vous voyez ? Dans la réalité, il y a plusieurs partis en France, plusieurs. Mais dans l'esprit, dans la tête des Français, des électeurs, il n'y a que 2 partis. Le Parti socialiste et puis le Parti de la droite. Donc l'UMP, ex-UMP, le Parti républicain. Donc le président de la France est toujours issu soit du PS, soit de la droite républicaine. Vous me direz que Giscard d'Estaing avait été élu en 1974 sans pour autant être ni du Parti socialiste, ni du parti incarné par Jacques Chirac. Mais c'est parce qu'il y avait eu Jacques Chirac qui avait fait élire Giscard en écartant l'ancien maire de Bordeaux, comment il s'appelait, Jacques Chaban-Delmas. Justement, il y a eu ce fait. Donc c'est Giscard qui avait fait élire, c'est Chirac, pardon, qui avait fait élire Giscard, et c'est Chirac qui a fait battre Giscard en 81. Tout ça, c'est pour des raisons tactiques. Alors, des raisons tactiques, Bédel Baouna, on comprend très bien
qu'aujourd'hui, c'est aussi des hommes et une femme qui jouent en fait tactiquement pour réussir cette élection. Est-ce que vous pouvez nous présenter en fait un portrait un peu des uns des autres? Parce qu'il y a des plus célèbres qu'on connaît, il y a d'autres un peu moins comme M. Poisson qu'on ne connaît pas, qu'on a découvert là. Là récemment, oui, justement, oui, qui est un peu tendance extrémiste et qui flirte même avec les thèses de Front National. Parti démocrate chrétien. Chrétien, très peut-être catholique, traditionnaliste même. On a vu que s'il est... Il a remplacé Mme Boutin. Hein, Madame Boutin, oui. Donc, si vous connaissez bien Mme Boutin, donc c'est exactement presque la même idéologie, les mêmes idées. Jean-François Copé, on le connaît. Il a été président, il a été ministre, président de l'UMP. Jean-François Fillon, c'est celui qui, moi, m'a un peu surpris. J'ai concentré mon attention sur lui. Si vous avez suivi le dernier débat jeudi dernier, il ne commentait pas, il analysait. Mais quelle puissance d'analyse! Et ce n'est pas pour rien s'il est remonté au dernier moment dans les sondages. Je crois que la surprise pourrait venir de lui. Donc, attention, les favoris que sont Alain Juppé et Sarkozy ne sont pas à l'abri d'une surprise. Justement, François Fillon peut faire quelque chose. Alors, en attendant que François Fillon fasse quelque chose, déjà, Sarkozy, bah, lui, c'est tout naturel qu'il soit là. Lui, c'est tout à fait... Il a été chef de l'État, président de parti, mais je pense qu'il ira jusqu'au bout. Hein. Je pense qu'il ne faut pas... qu'il faut compter avec lui. Oui. On ne peut pas l'écarter. Quelqu'un qui a été chef de l'État, président de parti, qui se présente à une primaire, c'est pas pour être... Et qui a le parti en main. Et qui a le parti jusqu'à présent. Mais jusqu'à présent, parce que c'est lui qui a désigné, qui a nommé Laurent Wauquiez. C'est lui qui a nommé les autres. Donc c'est que le parti lui est favorable. Mais si la primaire n'avait été qu'interne, je crois qu'il l'aurait remporté haut la main. Mais comme c'est une primaire ouverte, donc là, il faut s'attendre peut-être à quelque chose. Finalement, on dit que celui qui pourrait profiter de cette ouverture, c'est Alain Juppé. Ah mais oui, mais puisque Alain Juppé ne s'est pas contenté du parti, pour qu'il soit élu, pour qu'il soit le candidat de la droite à l'élection présidentielle de 2017, il fallait qu'il y ait l'apport du centre, et voire même de la gauche. Sinon, il n'allait pas être élu, parce que Sarkozy a le parti. Il n'est pas encore élu, mais Baouna. Je ne dis pas, mais personne ne sait aujourd'hui, là, au moment où nous parlons, il est dimanche 20 novembre à 15 h, personne ne sait qui va remporter la primaire. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça, on et Bruno Le Maire, finalement, celui qui porte cette thématique en fait, de renouvellement. Il m'a un peu déçu, parfois démagogue, parfois fantaisiste. Il était parfois énervant. Si vous avez suivi jeudi, la façon dont il a rembarré même Jean-Pierre Elkabbach, je ne sais pas, c'est un homme qui n'est pas sûr de lui. C'est peut-être parce qu'il s'est improvisé candidat. Or, le système français, vous savez, ne tolère pas l'improvisation. Ce que comme est en train de faire votre ami Emmanuel Macron. Alors, en attendant qu'on parle d'Emmanuel Macron, puisqu'on va revenir, Bédel Baouna, il y a une femme quand même dont cette équipe de la droite, c'est Madame Kosciusko Morizet, c'est une jeune femme en fait. On voit très bien que c'est la droite, parce que les femmes n'ont pas pu accéder, puisqu'il y en a eu d'autres qui n'ont pas pu recueillir d'autres signatures. C'est une femme de caractère, c'est une femme de talent qu'il faut suivre dans les années à venir, de temps qu'elle est jeune. Voilà, moins de 45 ans, moins de 50 ans. Donc, je crois qu'il faudra, dans les années à venir, compter avec elle. C'est une femme consensuelle, c'est une femme qui fait l'unanimité. Elle est modérée, elle n'est pas excessive. Elle avait même claqué la porte de l'UMP parce que Sarkozy voulait nommer Geoffroy Didier ou Geoffroy Guillaume, je ne sais pas quoi, un représentant de la droite dure. Donc, elle n'en voulait pas. Donc, voilà, elle avait claqué la porte. Mais elle a mené la vie dure à Sarkozy. Mais en tout cas, dans les années à venir, il faudra compter avec Mme Nathalie Kosciusko Morizet. Pour terminer avec cette séquence droite, Bédel Baouna, y aurait-il l'effet Trump sur cette élection des primaires de la droite et du centre ici en France? L'effet Trump, c'est déjà, d'ores et déjà, c'est à gauche plutôt, Emmanuel Macron, qui s'est défini comme le candidat de l'antisystème, ce qui est un non-sens à mon avis, puisqu'il est issu lui-même du système. Il a été secrétaire général de l'Élysée, il a été ministre, il a pondu une loi d'ailleurs qui, cette semaine, on l'a vu avec la faillite de la société Mediabus, laissant sur le carreau 175 salariés. Donc, il ne peut pas se targuer d'être de l'antisystème. D'être un anti-système. Non, il est issu du système et il sera candidat aussi du système. Je suis candidat
à la présidence de la République. Parce que je crois, plus que tout, que nous pouvons réussir, que la France peut réussir. Bien sûr, on ne se réveille pas un matin avec cette révélation. La décision de me présenter aux plus hautes charges de la République est le fruit d'une conviction intime et profonde, d'un sens de l'histoire et d'une conscience aiguë des temps qui sont les nôtres. J'ai fait le chemin de la province à Paris, du monde de l'entreprise à la vie publique, puis à la vie politique. Les responsabilités qui ont été les miennes m'ont fait pleinement mesurer les défis de notre temps. Et toutes ces vies m'ont conduit à cet instant. Je veux faire entrer la France dans le XXIe siècle. Je veux que mon pays redresse la tête et pour cela retrouve le fil de notre histoire millénaire. Ce projet fou d'émancipation des personnes et de la société. Ce dessein, c'est le dessein français. Tout faire pour rendre l'homme capable. Si vous voulez qu'on entre un peu en profondeur... On va rentrer en profondeur, Bédel Baouna, puisque... Sa candidature, en fait, sa déclaration de candidature a mis fin à un vrai faux suspense. Alors, Bédel Baouna, tout le monde s'attendait à ce que Emmanuel Macron soit candidat. Cette candidature n'arrange pas la gauche, laquelle est en liquéfaction. Mais il y a un embouteillage de candidature à gauche. Mais ça, c'est la gauche. Oui, ça, c'est la gauche parce qu'à gauche, la gauche ne privilégie pas la personnalité. Ça, c'est la droite. La gauche, c'est un candidat que le parti soutient, mais qui porte les idées du parti. En revanche, à droite, c'est la personnalité. Alors, donc, Emmanuel Macron, ça, c'est normal. On nous dit que la candidature d'Emmanuel Macron pourrait disqualifier ou bien pourrait faire tomber que François Hollande. Non, non, pas du tout. Non, c'est faux. Bédel Baouna, vous êtes enfin observateur de la politique française. Rappelez-vous déjà que le dernier sondage, 57% de Français approuvent la candidature de Macron. Et en même temps, aujourd'hui, on se rend bien compte que Bédel Baouna, M. Macron, en fait, a régardisé la candidature de Hollande. Est-ce que vous voyez encore François Hollande venir devant M. Macron ou donner dans le point de dire je suis candidat alors que les psychologues diraient que finalement Emmanuel Macron a tué le père? Vous savez, M. Mancoso, dans votre première phrase, approuvé sous les sondages, j'aime bien ce que vous dites. 57% approuvent la candidature d'Emmanuel Macron. Mais approuver n'est pas adhérer. Non, ils ont approuvé. Dans la mesure où il incarne, entre guillemets, le renouveau. Ou bien le courant. Enfin, il n'y a pas que des points les guillemets, parce que jusqu'à maintenant... Dans la mesure où il semble ringardiser la candidature des vieux, les François Hollande et les autres. Ok. Mais, M. Makosso, il y a un élément qu'il faut prendre en considération. C'est que nous sommes en France. Oui. Et que la France, sociologiquement, est irrémédiablement conservatrice. C'est-à-dire, c'est la conception weberienne. Je parle du sociologue allemand Max Weber, qui est de mise en France. L'on ne s'improvise pas candidat à l'élection présidentielle. Mais il n'y a pas d'improvisation, Bédel Baouna. Ouvrez les yeux, il n'y a pas d'improvisation. Écoutez, Emmanuel Macron a parcouru toute la France, il a fait un diagnostic. Mais en quoi? Mais il est pressé aujourd'hui. Mais il est pressé. Mais il n'est pas pressé, Bédel Baouna, il s'est préparé. Vous me laissez pas parler, s'il vous plaît. Je vous laisse parler alors, ok. Je vous laisse parler parce que... Vous savez, je vous l'ai dit, si j'ai dit que la France est irrémédiablement conservatrice, cela signifie que la France ne tolère pas de candidats marginaux. Pour être élu président en France, retenez-le bien, il faut sortir d'un des deux grands partis. Les Français peuvent vous encenser dans les enquêtes d'opinion, mais au moment du vote, ils choisiront toujours l'un des deux candidats des deux grands partis. Souvenez-vous des années 2000, il y a eu celui qu'on appelait le troisième homme. En l'occurrence, François Bayrou, où est-il? Il s'est cassé les dents à chaque élection présidentielle. C'est parce que la France ne tolère pas des candidats marginaux. Mais il n'était pas de la marge, il était du centre droit ou du centre gauche, il était dans le centre. On nous dit qu'il est à gauche, qu'il est à droite, qu'il est au centre, qu'il est au nord, qu'il est au sud. Non, non, écoutez, il faut qu'une porte soit fermée
soit ouverte. Je vous le dis, il semble, je dis bien semble, je ne dis pas il semble ringardiser les candidatures, certaines candidatures. À gauche et à droite, hein, bien sûr. À gauche et à droite, bien sûr, puisqu'il est jeune. Tout à fait. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il incarne le renouveau, puisqu'il est issu du système lui-même. Mais Bédel Baouna, pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai déjà prononcé une citation ici de Jules Romain. La jeunesse, c'est le temps que l'on a devant soi. Je ne vois pas en quoi il pourrait ringardiser la candidature de François Hollande. Alors Bédel Baouna, car la surprise viendrait de lui. Et d'ailleurs, il ne suffit pas d'être jeune. Il ne suffit pas de déclarer sa candidature. Encore faut-il avoir un projet. Quel est son projet? Quel est son projet? On nous propose ici et là quelques mesurettes. Voilà. Il dit par exemple, sur ces mesures de gauche, je lis, les employés qui démissionnent auraient aussi droit à l'assurance chômage. Ou bien les délais d'examen de demande d'asile seraient considérablement réduits pour prendre en charge plus rapidement les réfugiés. Ok. Mesures de gauche, mesures de droite. Les règles du droit de travail se négocieraient directement dans les entreprises et les branches. Possibilité pour les jeunes de travailler plus de 35 heures. Ça, Bruno Le Maire l'a déjà dit. On le sait. Quelle est son originalité? Je me souviens, sur le plan philosophique d'ailleurs, dans un article paru dans la revue L'Esprit, et qu'il avait intitulé « Les labyrinthes du politique ». Que dit Emmanuel Macron? Nous sommes en 2011, cher Sir Makosso. Il convoque Hegel dans son essai « Les principes de la philosophie du droit ». Et de cet essai, il retient l'idée de surmonter toutes les séparations néfastes que l'État libéral a instaurées. Séparation entre la société civile et l'État, entre l'intérêt particulier et l'intérêt général, mais aussi au sein de l'État entre les différents pouvoirs, législatifs, judiciaires et exécutifs. Alors que les libéraux conçoivent ces sphères et ces pouvoirs comme réellement séparés, Hegel, lui, entend montrer plutôt qu'ils ne sont que des moments liés l'un à l'autre dans la manifestation de la vie éthique d'un peuple. De la même manière que l'esprit progresse dans l'histoire, il chemine de sphère en sphère grâce à la délibération. Cette délibération n'a pas pour but, écrivait Hegel, de fournir les décisions les meilleures en soi, mais de faire accéder l'opinion publique au concept de l'État et de ses affaires en informant les membres de la société civile sur les affaires publiques, en les invitant à délibérer et à se prononcer sur elles. Voilà une exigence universelle pour Hegel. Monsieur Macron, philosophe, lui, il voulait saucissonner. Non, pas du tout. Ça, c'était une herméneutique biaisée de l'écrit de Hegel. Donc, je ne pense pas que M. Macron, aussi volontariste soit-il... Talentueux aussi. Talentueux, c'est un homme talentueux. Ah oui, oui, tout à fait. Ça, on ne peut pas le lui contester. Mais je ne pense pas qu'il soit le Brutus. Il n'a pas encore tué le père. Alors, Bédel Baouna... Pas du tout, monsieur Makosso. Bédel Baouna, il n'a pas encore tué François Hollande. Le père est agonisant. Le père est agonisant. Symboliquement, oui. Pour tuer François Hollande, il faut qu'il le déloge, je le disais. Il faut qu'il lui succède. Mais Bédel Baouna, et ça, ce n'est qu'un premier pas, sa conjecture. Rien ne nous dit qu'il ira d'ailleurs jusqu'au bout. Mais c'est un pas décisif. Alors, Bédel Baouna, c'est un pas décisif, certes, nécessaire, mais pas suffisant. Bédel Baouna. Il faut qu'il porte le coup fatal. En attendant, le coup fatal va arriver. Bédel Baouna, alors, le coup qui va être le mien maintenant, c'est que vous avez convoqué Hegel. Oui. Pour démontrer le côté philosophe d'Emmanuel Macron. Et moi, je vais convoquer Freud. Oui. Pour vous dire que nous sommes là dans un processus de castration. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec voilà, vous. Donc, belle métaphore. Nous pouvons continuer l'émission d'ailleurs dans la métaphore. Ah, mais écoutez, on va avancer. Aujourd'hui, on se rend bien compte que Emmanuel Macron, il a été quasiment porté sur la place publique par François Hollande. Ah, donc, cela revient à dire qu'il n'est pas anti-système. Ah non, non, moi je vois quoi le côté anti-système. Je suis en train de vous donner des éléments pour bien comprendre ce côté Brutus que vous reniez
Pourquoi a-t-il tué Hollande? Ah non, il n'a pas encore tué Hollande. Mais il est dans le processus. Il est pour l'instant dans le défi. Vous ne me diriez pas qu'au Congo, par exemple, pour transposer cette métaphore, que Kolela et Okombi ont tué Sassou, symboliquement, politiquement, non. Puisqu'ils sont incapables d'appeler à l'insurrection, que seule l'insurrection puisse dégager M. Sassou. Non, pas du tout. M. Macron est dans un processus d'assassinat politique du père. Donc là, il a franchi un premier pas. Maintenant, il reste l'étape suprême, qui est le coup fatal. Mais c'est le pas le plus important. Le coup fatal n'importe qui. Mais on n'est pas encore en avril 2017. D'ici à janvier, il pourrait même retirer sa candidature. Et s'il n'a pas les signatures, les 500 signatures, il les aura, Bédel Baouna. Il les aura. Je vous l'accorde. Candidat du renouveau, je vous le dis, que M. Hollande n'est pas fini. Bien que je n'ai aucune sympathie, je n'ai plus de sympathie pour M. François Hollande, mais je vous le dis, il n'est pas fini. Souvenez-vous de 2011. Il était à 3% dans les sondages. Personne ne donnait cher à sa victoire. Et pourtant, il est devenu président de la République. Donc, je vous le dis, il est président sortant. Il sait. Donc, je vous le dis que ce n'est pas la candidature d'Emmanuel Macron qui va le marquer. À gauche, il y a toujours eu un embouteillage de candidature. C'est parce que la gauche ne privilégie pas la personnalité. Et ça, c'est une analyse. La gauche privilégie plutôt les idées. Il y a toujours eu des candidats. Moi, quand je suis venu en France, il y avait un monsieur qui gueulait à la télé. On avait plaisir à le regarder. C'était monsieur Georges Marchais. A-t-il accédé à la présidence? Non. Ouais. C'est parce que le français sait se retrouver quand il est dans l'isolement. Restons dans le symbole avec Macron, puisque vous avez déjà fait le parallèle avec le Congo, par exemple. Bédel Baouna, il faut quand même dire aujourd'hui que le cas Macron est un cas d'école pour les jeunes pousses en politique. Notamment quand on voit dans les pays africains où l'affiliation est quasiment naturelle. D'abord, l'affiliation, je dirais, normale, c'est-à-dire d'un fils qui hérite des partis de son père et qui, lui, a du mal à tuer le père puisque le père continue à dominer le parti, et d'autres encore un peu plus symboliques, quand vous avez cité tout à l'heure Kolela ou encore combien même Tiki le pétrolier, qui aujourd'hui restent encore dans les couches de leur père et qui, normalement, pour M. Kolela et pour M. Okombi, ont porté quand même un coup pas anodin à M. Sassou en se présentant contre lui lors des dernières élections présidentielles Bédel Baouna. Et où est M. Sassou? Il est où M. Sassou actuellement? Quel est son statut? Il est président du Congo, bien qu'il soit de fait. Mais c'est lui le président puisqu'il représente le Congo dans les institutions internationales. Donc cela signifie que l'assassinat politique auquel se seraient livrés ces enfants n'a pas abouti. Donc on ne peut pas qualifier Kolela et Léo Kombi de Brutus. Non. Parce que Brutus, lui, il tue. Il porte le coup fatal qui élimine César. Même toi, mon fils. Même toi, mon fils. Il le fait. J'ai dit, oui, c'est ça. Il porte le coup fatal. Mais donc Macron, Macron en marche. Macron, c'est ça le but même, c'est le nom même de son mouvement. Il est en marche vers cet assassinat politique. Excusez-moi, hein, c'est pas l'assassinat physique, hein, comme au Congo. On est pas parfois on fait. Non, voilà. Ici c'est très sérieux. On reste sur les symboles. Hein, voilà, ne vous alarmez pas. Simple métaphore. Donc il faut le rappeler aux téléspectateurs. Hein. Je ne demande pas à aller tuer M. Sassou physiquement. Non, pas du tout. Ça, les hommes politiques, là-bas, ils vont. Les spectateurs sont assez intelligents. On n'a pas besoin de leur rappeler. C'est des gens qui suivent les nativistes, c'est des gens qui ont quand même. Voilà. Donc M. Macron n'est pas à 1 mètre de tuer Hollande. Il y a encore des étapes à franchir. Comme le disait un ministre, par exemple, Emmanuel ne mesure pas la violence d'une campagne. Il va se faire rabaisser. Vous savez, en France, la politique... Il est bien entouré. Vous avez Gérard Collomb, par exemple, qui est un éléphant, un dinosaure du PS. Le maire de Lyon, vous voulez dire. Oui, tout à fait. Monsieur Makosso, la politique en France, puisqu'on est dans la métaphore, c'est comme une savane. Le parc naturel de Serengeti. Donc il faut être aux aguets à tout moment, sinon vous faites bouffer, vous faites déloger, sans aucune monstruosité, aucun remords. C'est ça la politique. Merci Bédel Baouna. On n'est pas... La politique en France, c'est pas comme aux États-Unis. Nous eussions été aux États-Unis, Emmanuel Macron eut au moins 80% de chances d'accéder à la présidence. Parce qu'aux États-Unis, la politique n'est pas un accomplissement, c'est presque un cheminement. Au contraire de la France,
Voilà pourquoi on a toujours des présidents élus à plus de 50 ans, 55 ans, parce qu'il aura commencé tôt, il aura travaillé, il aura beaucoup souffert, il aura affronté les électeurs, il aura affronté ses adversaires politiques, il aura affronté les cas de son parti. Mais tant que vous n'êtes pas issu du Parti socialiste, un grand parti qui puisse vous porter, qui puisse vous soutenir, vous n'êtes pas issu du parti de la droite, vous ne pourrez rien. On a bien vu Marine Le Pen dominer les sondages ici, être dans tous les sondages. Et au final, rien. Ce sont en fait des candidats d'élections intermédiaires, pas de grandes élections. Aux législatives régionales, oui, ils peuvent faire des scores. Mais quand il s'agit d'une élection de cette importance-là, telle la présidentielle, le français, c'est là où il est conservateur, il sait se retrouver. Là, il revient à lui, il met l'urne les deux candidats. Alors, allez-y poser la question. Juste pour rester sur le plan symbolique, est-ce que Valls ne pourrait pas venger le père finalement, puisque c'est lui qui est quasiment le parti? Pas pareil. Je vous dis que c'est le parti qui prime en France. Mais Valls est bien au PS, donc... Il est au PS, mais Manuel Valls ne représente que 5% au PS. On l'a vu lors de la dernière présidentielle ou dans la dernière motion. Il ne pèse pas au Parti socialiste. Le PS ne votera... Si vous mettez Valls candidat de la gauche à l'élection présidentielle, c'est l'assurance de fait, à 100%. Dès le premier tour disqualifié. Mais Manuel Valls ne pèse pas grand-chose au PS. Il n'est rien au PS. Il pèse 5%. Au contraire d'un Arnaud de Montebourg qui pèse 17% ou 18% au PS. Pour être candidat crédible du PS à l'élection présidentielle, il faut avoir un courant où il faut représenter à partir de 15 à 20%. Comme le François Hollande. Mais Valls ne pèse pas. Vous mettez Valls, on vous le dit, il sera disqualifié dès le premier tour. Donc, du coup, ils savent eux-mêmes, ils ont des stratèges au Parti socialiste. Oui. Ce sont tous intelligents. C'est toute une fourmilière de talents. Ils savent que sans un parti fort, puissant, costaud, un candidat à l'élection présidentielle ne vaut rien. Mais quel est ce candidat-là? Que peut soutenir le parti? C'est Hollande. Il a encore une force encore au Parti socialiste. Les gens semblent le sous-estimer ou bien les médias ne le disent pas assez. Mais ils savent, c'est ça la ressource politique de François Hollande. Et il reviendra, vous allez voir. Je vous le dis, je ne porte pas, je ne suis pas fan de François Hollande. Mais ça c'est l'observation. Je ne me justifie pas, mais ça c'est l'observation, on observe. On se dit, comme disait ma mère, quand il s'agissait du cas par exemple, le Tiakwa Nyanga, le feu de part. Voilà. Alors, Bédel Baouna, il y a quelqu'un qui n'est pas fan des feux de paille, c'est Denis Sassou Nguesso. Vous l'avez entendu, ce grand discours de Marrakech, Bédel Baouna. Vous l'étriez ici. Or, vous le savez bien qu'il est devenu le commandant Cousteau du 21e siècle parce qu'il est en train de tout faire pour sauver les forêts africaines. Bédel Baouna, c'est quand même lui, l'abbé Pierre des savanes, puisque vous avez parlé des savanes. Il serait même les Zidane aujourd'hui des forêts africaines. Vous avez écouté Denis Sassou Nguesso à Marrakech, Bédel Baouna. Reconnaissez que la cause des bassins d'Afrique est en train d'avancer avec cet homme parce qu'il propose déjà un fonds bleu pour aider les pays du bassin du Congo de pouvoir avancer et de maîtriser toutes ces questions liées au réchauffement climatique. Vous savez, M. Makosso, vous le savez mieux que moi, peut-être mieux que moi-même, que je suis inconsciemment finalement fan que de Viva la Musica de Papa Wemba. Donc de 77 à nos jours, je n'écoute que Viva la Musica. Mais vous avez au moins écouté Denis Sassou Nguesso à Marrakech. Mais je viens. Oui, allez-y. Il y a eu un musicien qui chantait bien, en l'occurrence Rossignol de Mingongo, Luciana de Mingongo. Dans les années, j'écoutais ma bijou hier samedi matin. À la fin, je me suis fait, je dis, Maloba ya pamba c'est Maloba, Monoko ya pamba c'est Monoko, Frenchienne. C'est exactement quoi, M. Sassou. Enfin, pour une fois, vous pouvez au moins éviter cette mauvaise chaque semaine, il nous prend un discours. Enfin, c'est un discours pour la planète, Bédel Baouna. Quand il prend des discours pour le Congo, il propose la création d'un fonds bleu. Oui. Il faut qu'il propose aussi la création d'un fonds rouge ou d'un fonds vert pour les victimes de sa folie meurtrière là-bas dans le pool. Il faut qu'il le fasse aussi. Quel est le lien, Bédel Baouna? Bon, il n'y a pas de lien, sans doute, me direz-vous. Mais j'y viens. Monsieur Sassou, il y a une dame qui est en train d'écrire un livre en ce moment sur lui, sur Monsieur Sassou, sur tous les discours de Monsieur Sassou. Il y a déjà un livre qui existe déjà sur tous les discours. De 1979. Vous savez, en 1979, nous étions jeunes, moi j'étais à l'école primaire.
quand il chasse Yombi, il prononce un discours époustouflant. Je l'ai écouté et réécouté. Je l'ai suivi, je l'ai même le transcrit. Je dis, ce gars-là, finalement Sassou, mais c'est le président du Congo. Ah bah, merci de le dire. Il a régné. On avait l'impression que... Après Sassou, il n'y aura plus quelqu'un qui pourra régner pendant au moins 50 ans. C'est impossible, ce serait impossible. Parce que, voilà, il a... Sassou, dans la conquête du pouvoir, il a été pragmatique. Et dans la conservation du pouvoir, il a été un homme du discours. Les discours, toujours les discours, et encore les discours. De 1979 jusqu'à aujourd'hui, M. Sassou, c'est toujours le discours. Et entre ces énoncés constatatifs et ces énoncés performatifs, il y a un pas que M. Sassou n'a jamais franchi. Son discours de Marrakech, je veux bien qu'on s'occupe de la forêt, mais qu'il fasse aussi attention à ne pas le détruire, la forêt du Congo. Il a cédé des concessions à sa fille Sandrine, je crois, que il a une fille qui a touché une concession là-bas. Quand on dit Djombo était ministre de la forêt, on avait bien vu la signature. Et quand je leur pose la question, moi, personnellement, ça signifie quoi? Aucune réponse. C'est silence radio. Qu'ils détruisent la forêt du Congo. À quoi bon aller, parce qu'on est à la tribune des Nations Unies, parce qu'on n'a rien à dire, on est oisif? Non, on vient. Je propose la création d'un fonds bleu. Et dès que ce fonds arrivera au Congo, les vautours qui l'entourent ne s'en ont plus fait. Ils prendront, ils le mettront dans leur poche. C'est comme ça. Que n'a-t-on pas fait pour le Congo? Pour les routes, pour les dons, pour la forêt? Que n'a-t-on pas fait? Mais vous connaissez quand même un homme qui a porté ce combat aux côtés de l'initiation des sources, c'est Henri Djombo. Henri Djombo a été au cœur de toutes les actions aujourd'hui qui permettent au Congo d'être quasiment le pionnier en matière de traçabilité du bois. Fin. C'est tout. Mais pas en matière de destruction, de pillage du bois. Je sais de quoi je parle. Enfin, expliquez-vous, Bédel Baouna. Voilà. Parce que le travail le Congo est le premier. Le Congo, Brazzaville, est le premier pays dont le bois comment dirais-je, le mot me manque, enfin, est tracé. Est tracé. On sait que ce bois provient du Congo. Mais ça, c'est la partie officielle et la partie officieuse. On peut aussi exporter le bois non tracé. On sait comment ça se passe. Ça peut passer par le Cameroun, le Gabon, d'autres pays, le Centrafrique. On dira que puisque c'est la même forêt. Et Kwatoria, donc c'est le même bois. Donc on connaît les manières, les subtilités. On connaît les manières. Le Congo, oui, en matière de traçabilité, ok, ça c'est une victoire, ça c'est ce qui restera dans les annales de la gouvernance environnementale au Congo, à l'actif de M. Henri Djombo, mais en matière de destruction du bois, il faudra aussi qu'on en parle. Bédel Baouna, est-ce que vous reconnaissez les efforts en dehors, vous parlez de la traçabilité, il n'y a pas que ça, Bédel Baouna. Tout le reboisement aujourd'hui au niveau le Congo. Mais entre ce qu'on pille et ce qu'on reboise, donc vous pensez qu'il y a symétrie ou bien il y a équilibre? Vous le pensez, vous? Jamais. Le bois, c'est la deuxième ressource du Congo-Brazzaville. Mais le Congo ne devrait pas être misérable. Le Congo-Brazzaville, dont la dette représente 80% du PIB. C'est un pays misérable, en faillite. Donc, où est parti l'argent du bois? On ne dira pas que le bois n'est pas vendu. Le bois que nous utilisons ici, le papier que nous utilisons ici, monsieur Makoso, est fait aussi à partir du bois qui provient de chez nous. Donc, ils ont engrangé beaucoup d'argent, beaucoup de milliards. Mais où est cet argent? Donc, pour vous, en fait, on va laisser le bassin du Congo mourir de sa belle mort, ce fonds bleu sollicité par Denis Sassou Nguesso permettrait en fait de maintenir les équilibres. Mais ça, c'est le discours, on ne lui donnera pas. Récemment, il y a un mois, il prononce un discours, la lutte contre les faux médicaments, la lutte contre les mouches, la lutte contre les maladies. Mais là, je regardais un reportage, il y a des malades du sida qui souffrent au Congo. Ils n'ont plus de médicaments. Pourquoi n'en parle-t-il pas? C'est de ça qu'il devrait parler, M. Sassou. Qu'il parle de ça, qu'il demande un fonds bleu, vert, rouge, noir pour les malades du sida au Congo. Mais on sait que dès qu'on balance des médicaments, ils sont détournés. Ils sont détournés par la faute de qui? Par qui? Par ses amis. Donc voilà, donc c'est pas la peine de venir divertir les gens. Qu'on crée un fonds bleu pour préserver les forêts du bassin du Congo, je suis d'accord, c'est une noble ambition. Mais dès l'instant où ce fonds bleu sera mis en place, il disparaîtra au bout de quelques secondes. On a vu la compagnie Eker dont on nous a chanté les mérites ici, elle a disparu.
Bedel Baona, comprenez quand même que c'est l'homme qui est mauvais. Quand on est mauvais, on est mauvais. Bedel Baona, au niveau symbolique quand même, un fond bleu pour une forêt verte, vous comprenez que le président anticipe peut-être que demain, qu'on ne puisse pas comme ça avoir... Mais ce n'est pas une idée originale, M. Makosso. Donc, vous pensez qu'il est le seul à penser à l'avenir de la forêt du bassin du Congo? Il y a des ministres de l'environnement dans chaque pays. Oui. Donc, il n'y a pas de ONG. Il y a www.france. Il y a Greenpeace qui s'en occupe. Il y a des lobbyistes ici. Mais malgré cela, ils sont toujours contournés. Ils continuent à piller. Écoute, il suffit de lire des rapports. J'en lis au quotidien presque, pour ainsi dire. Mais une fois le fond bleu qui sera mis en place, au bout de quelques secondes, il disparaîtra. Ça ne sert à rien de confier la gestion d'un fonds à un homme qui a fait la preuve de son incurie, de sa gabégie, de ses détournements de fonds. Bedel Baona, maintenant je vais vous parler d'un homme qui a fait la preuve de son expérience, c'est M. Rodolphe Adada. Il a présenté ses lettres de créance cette semaine. On l'a vu, toujours fidèle à son... Le pape. À son nœud papillon. Bien sûr. Égal à lui-même. Une cérémonie très solennelle. Bedel Baona, déjà, à ce niveau-là, pour vous, c'est vrai qu'on n'a pas abordé cette question, mais le choix de Rodolphe Adada ici à Paris, qu'en dites-vous? Mais je crois que ce choix était tout à fait naturel dans les relations qu'il entretient avec son ami M. Sassou. Je crois que le Congo avait d'abord proposé la candidature d'Alain Akwala, du cerveau bleu, le sapélogue, laquelle candidature avait été bleu, cerveau bleu. Cerveau bleu, ils adorent bleu qui et ils adorent l'adjectif bleu là-bas, tout ça. Maintenant, donc les sapélogues aussi, je crois que maintenant ils vont épouser cette couleur, puisqu'ils sont jaune, rouge, violet, marron. Voilà. Bon, donc je crois que c'était tout à fait normal de choisir un candidat consensuel. Rodolphe Adada, il a longtemps vécu en France, il a une femme française, voilà, il vient souvent ici, donc il connaît bien la France, tout comme, bon, Alain Akwala aussi pouvait, bon, pour des raisons, pour telle raison, quelle autre raison, oui. Il n'a pas été retenu, c'est Rodolphe Adada. Bon, maintenant le plus important, que pourrait-il faire pour réconcilier les Congolais avec eux, tout en sachant que ce n'est pas pour la première fois qu'il est diplomate. Il a été diplomate au Darfour, où il a échoué là-bas. Il a vite fait rentrer au Congo pour aller il a échoué au Darfour. Attendez, c'est compliqué. En 2010, 2009, 2008, 2009 ou 2010, il était au Darfour. Et si même l'acteur américain George Clooney, je crois qu'il avait écrié dans un article grave. Il avait dit, mais que fout-il? Que fout-il là? Rien. Il a échoué, il est rentré. Dès qu'il est rentré, conférence de presse, voilà, j'ai réussi. Mais quoi, puisque la guerre continue? Au Darfour, il a fouillé, il a échoué au Darfour. Ça, c'était sa première, presque l'une des missions de diplomate. Bon, maintenant, il faut espérer qu'il réconcilie les Congolais avec l'État congolais, puisqu'il est le représentant de l'État congolais à Paris. Voilà, mais on sait quand même que Paris... Maintenant, on va voir de quoi il est capable. Paris est quand même une place forte pour le pouvoir de Brazzaville. Emmener comme ça un diplomate chevronné, je pense que ça va peut-être donner... Il est diplomate chevronné, il est mathématicien. Non, il a été... Mais au Darfour, il a échoué, je vous dis. Il a été ministre des Affaires étrangères, mais ça ne suffit pas. Il a quand même été aujourd'hui... C'est l'une des figures de la diplomatie congolaise, que vous vouliez ou non, Bedel Baona. Moi, je pense allez-y. Sans verser dans le jugement de valeur ou bien sans critiquer tel, je pense que l'un des meilleurs ministres des Affaires étrangères que le Congo ait connu, c'est M. Njinga Oba. Ça, tout le monde le sait. Nous parlons d'aujourd'hui. Nous parlons d'aujourd'hui. Que peut-il faire? Alors, c'est la question que je vous pose. C'est vous qui êtes là en train de nous donner les réponses, Bedel Baona. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous estimez que l'arrivée à Paris permettra d'équilibrer notamment les rapports entre l'administration consulaire et les Congolais de la diaspora? Parce qu'on sait quand même qu'aujourd'hui, Paris reste la place forte de contestation du pouvoir de Brazzaville. Envoyer M. Rodolphe Adada permettait peut-être de nouer des liens ou encore d'ouvrir certaines portes, puisque vous avez des portes ouvertes par rapport à la tension qui existe ici sur Paris. En tout cas, il prend rarement de position politique. Même quand vous lui demandez une interview politique, je crois qu'il accepte rarement. Bon,
Maintenant, si vous nous posez la question, que pourra-t-il faire? Nous ne savons rien. Et moi non plus, je ne peux pas préjuger de ce qui pourrait se passer à l'avenir, ou bien de ce qu'il pourrait faire dans les jours à venir. Bon, ce qui compte, c'est de réconcilier justement, comme vous l'avez dit, les Congolais avec l'État congolais. Même si les Congolais sont de la diaspora française, en majorité à 90%, sont hostiles au pouvoir de Brazzaville, il n'en reste pas moins que l'ambassade congolaise à Paris leur appartient aussi. Ils doivent y avoir droit, ils doivent y avoir accès, ils doivent y faire tous leurs documents. Bon, il faut surtout, ce qui fait souffrir les Congolais, notamment l'établissement des passeports, il faut qu'ils le fassent. Il faut qu'ils le fassent. Il ne faut pas attendre 6 mois, 8 mois, parce que ça pénalise les Congolais qui vont à la préfecture pour aller renouveler. Ça, c'est normalement l'une des urgences. Accorder aussi, par exemple, une éventuelle sécurité sociale à des Congolais qui ont travaillé au Congo ici, qui ont du mal à se faire soigner parce qu'ils n'ont pas de papiers ou bien ils n'ont pas un travail ici. Mais ça, ils ne le feront pas. Ça, ils ne le feront pas. Bédel Baouna, je vais faire appel à votre perspicacité. Rappelez-vous que depuis le début de la crise congolaise, les opposants ont tout dit. L'État français a pris position en disant, ben voilà, nous, on ne reconnaît pas, officiellement, il n'y a pas de reconnaissance du pouvoir de Brazzaville. L'opposition le soutient tant bien que mal. Or, pour un État de fait qui n'a pas été officiellement, si vous me permettez l'expression, reconnu, mais recevoir un ambassadeur qui vient présenter ses lettres de créance, est-ce que ça, c'est pas un camouflet à l'opposition congolaise qui continue à contester le pouvoir de Denis Sassou Nguesso? Ah, mais c'est un camouflet dans une certaine mesure, oui. Oui, tout à fait. Le conteste, le taxe de pouvoir de fait, mais en même temps, les institutions internationales continuent de travailler avec ce pouvoir. C'est un camouflet. Alors, donc, c'est à l'opposition de chercher le moyen de combattre, de détruire ce pouvoir-là. L'opposition. Mais il n'en a pas. Mais de toute façon, Sassou a le soutien de la communauté internationale. Ça se sait, je l'ai dit ici. Au début, après sa forfaiture électorale, ils l'ont condamné, plus ou moins avec des mots frileux, avec des euphémismes. Mais par la suite, même l'Union européenne s'est empressée d'aller à Brazzaville. Non, on va travailler. Le FMI, l'Union africaine, la francophonie. Non, ce qui se passe dans le pôle. Vous avez entendu les institutions internationales le dénoncer? Non. Donc cela signifie que la communauté internationale soutient M. Sassou. Donc l'opposition ne peut compter que sur elle-même pour combattre M. Sassou. Et là, il faut de fortes personnalités. Et comme il n'y en a pas, hélas. Bédel Baouna, on va terminer ce numéro de décryptage. Vous avez 2 chouchous dans le gouvernement du Congo-Brazzaville. 2 chouchous, moi? Madame Doukaga, que vous aimez bien citer, et surtout Léonidas Motom, qui a été victime d'un accident. Est-ce que vous lui souhaitez un prompt de guérison? Ah oui, mais j'ai eu un ministre au téléphone, lequel m'a dit, d'ailleurs, j'étais en compagnie d'un ami de Zana TV, il m'a dit, oui, c'est un petit bobo, voilà, donc il va bien. Donc il va vite se rétablir. Donc il faut lui souhaiter un bon rétablissement pour conduire la politique de fait et dépenser la gabégie, le tripatouillage de M. Sassou. Voilà. Mais ceci dit, vous savez, la divergence de vue, le désaccord, je l'ai maintes fois rappelé, s'il n'exclut pas l'amitié. Hein. Je connais le ministre de la Culture, dont on se connaît depuis longtemps, je le connais, mais bon, il a choisi le pouvoir de Brazzaville, il a choisi la facilité, il a choisi la magouille, le crime, il a choisi de cautionner les crimes de M. Sassou. C'est son droit le plus absolu. En dépit de tout cela, vous lui souhaitez quand même un prompt rétablissement, oui, qu'il retrouve son bureau, ses clims, ses gardes du corps, ses Mercedes. Voilà. Donc, Mme Doukaga pourrait aussi espérer, d'ici là, si vous avez un bobo, une prompte guérison de la part de M. Baouna. Pourquoi pas? Voilà, c'est sur ce souhait, peut-être qui se concrétisera d'ici 2017 qu'on va se quitter. Merci, Bédel Baouna. De rien, Silma Kosso. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi Décryptage. Merci à Nogokumunga Kosso pour les images. Portez-vous bien, à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.